Bonjour tout le monde. Hello everyone. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette quatrième édition virtuelle des dialogues France-Canada en IA. I am delighted to welcome you today for our fourth France-Canada Dialogues on AI, organized as part of our research program supported by the France-Canada Research Fund and the Embassy of France to Canada. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Florian Martin Barito. Je suis professeur agrégé à l'Université d'Ottawa, où je suis titulaire de la chaire de recherche de l'Université en technologie et société. Je suis également directeur du centre de recherche en droit, technologie et société et de l'initiative IA et société. Et ces dialogues France-Canada en IA sont co-organisés avec ma collègue et amie Mona Mounsif-Mwangash, qui est maître de conférence à la faculté de droit de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, membre de la commune de Lyon, où elle est notamment la directrice adjointe du CERCRID, le Centre de recherche critique sur le droit, une UMR du CNRS, qui est donc partenaire de cet événement. Et pour ce quatrième volet des dialogues France-Canada en IA, nous avons souhaité proposer une conversation autour de l'utilisation de l'IA dans le domaine de la justice et notamment des possibles limites des représentations sémantiques du droit. Et qui parle IA, justice, etc. Cette conversation vous est d'ailleurs présentée donc, en collaboration avec le partenariat de recherche financé par le CRSH, Autonomisation des acteurs judiciaires par la cyberjustice, qui est porté par le laboratoire de cyberjustice des universités de Montréal et McGill, et dont moi-même et les panélistes sont membres. Je vais m'arrêter là pour les présentations institutionnelles et je vais donner la parole à ma collègue Mouna qui va vous présenter nos panélistes experts d'aujourd'hui. Merci, cher Florian. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis, comme mon collègue, de la tenue de ce quatrième séminaire, déjà, en quelques mois. Et je remercie chaleureusement nos intervenants qui ont accepté de jouer le jeu de ce séminaire et de ces discussions. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir d'abord Margot Bernelin. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, au laboratoire droit et changement social de l'Université de Nantes. Vos thèmes de recherche sont le droit de la santé, le droit des nouvelles technologies, pardon, et la bioéthique. Et vous conduisez une recherche, si je ne m'abuse, qui s'intitule Alimenter l'IA. Le web sémantique et ses implications juridiques. Et c'est dans le cadre d'échanges que nous avons eus sur votre travail de recherche que l'idée nous est venue de cette intervention qui a pour intitulé l'IA dans le domaine de la justice, réflexion sur la représentation sémantique du droit. Tout un programme, vous allez nous faire part des enjeux et de la difficulté de représenter correctement le droit par le prisme de la sémantique. Alors, ces réflexions feront l'objet de discussions, d'abord par monsieur Yannick Ménesser, qu'il n'est plus nécessaire, je pense, de présenter, mais pour autant, je vais me prêter au jeu. Je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes magistrat de l'ordre judiciaire, détaché au Conseil de l'Europe en tant que chef d'unité développement numérique, et vous êtes également chercheur associé à l'Institut des hautes études sur la justice, et vous avez développé une expertise approfondie qui lie le juridique et l'informatique. Vous avez publié dernièrement un ouvrage remarqué et remarquable sur l'intelligence artificielle en procès en mai 2020 chez Bruylant. Monsieur André Vellino, vous êtes professeur agrégé à l'École des sciences de l'information de l'Université d'Ottawa et nous avons par vous l'ouverture disciplinaire que nous souhaitons avoir dans tous nos séminaires. Vos travaux portent sur la logique pour l'IA, la vérification automatique de théorèmes, la programmation par contrainte et les systèmes de recommandation, mais je pense que vous nous donnerez quelques éclairages parce que je ne suis pas certaine d'avoir tout maîtrisé dans ce que je viens de dire en termes de présentation. Suite à ces présentations et discussions, nous laisserons la parole aux intervenants qui vont sans doute se chicaner peut-être, reprendre les discussions ou les interrogations. Et puis, nous, bien sûr, nous donnerons la parole à la salle qui pourra poser des questions via le chat et nous en serons les porte-paroles pour poser des questions aux intervenants. Donc, je donne tout de suite la parole à Margot Bernelin. Chère Margot, nous te laissons une vingtaine de minutes pour t'exprimer
t'exprimer sur un sujet ô combien difficile, mais nous aurons l'occasion de te poser plein de questions après pour éclaircir ça et là, peut-être des termes ou des idées qu'on n'aurait pas compris ou avec lesquelles on ne serait pas d'accord. Chère Margot, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs de ce séminaire de me donner l'opportunité de présenter cette recherche qui est en cours, et je remercie également les discutants d'avoir accepté de passer ce temps de réflexion sur ce sujet. Pardon, est-ce que vous voyez bien mon écran tout d'abord? Super. Eh bien, alors c'est parti. Lorsque l'on pense intelligence artificielle et justice, on a cet imaginaire d'un juge qui va être assisté par des outils numériques qui vont lui suggérer des solutions, par exemple en termes de réparation, de dommages et intérêts à allouer aux parties. Et puis, si on pousse un peu l'idée, on a ce robot qui viendrait administrer lui-même la justice. Alors, l'IA fonctionne sur une approche largement quantitative, c'est-à-dire que pour fonctionner, les outils qui reposent sur l'intelligence artificielle vont avoir besoin d'accéder à une masse de données extrêmement importante, et les données vont être utilisées afin de formuler des suggestions de solutions, la plupart du temps via une approche probabilistique. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la première entrée, cette approche quantitative, ces données. Pourquoi? Parce que des données, on va avoir des suggestions, et si les données ne sont pas les bonnes, eh bien les résultats ne seront donc pas bons eux non plus. Alors, quelles données dans le domaine de la justice? Eh bien, on a les décisions de justice, décisions arbitrales. On a tous les textes qui vont être publiés en format dématérialisé, les lois, les règlements de l'Union européenne, les directives, les conventions internationales, tout ça va pouvoir être exploité, mais on va aussi récupérer les savoirs juridiques, à savoir soit la doctrine juridique ou bien divers avis et rapports sur un sujet. À gauche, vous avez de mon écran, vous avez la bibliothèque de droit QJAS à Paris, qui est une bibliothèque assez emblématique en droit, et on voit en arrière-plan tous ces livres bien rangés. On les imagine très bien référencés, catalogués, c'est le cas. Et pour que l'IA fonctionne, il faut que l'outil qui va se fonder sur l'IA puisse récupérer des données. Et si elles sont bien répertoriées et bien classées, eh bien, face à la masse de données, le travail va être d'autant facilité. Alors, comment répertorier ces données? C'est tout le cœur de ma présentation. Eh bien, on utilise des mots-clés, des métadonnées qui vont être attachées au document, qui vont être, j'aime bien dire le mot étiqueté, je ne pense pas du tout que ce soit le mot à utiliser, mais je pense que c'est assez parlant comme image, une étiquette sémantique qui va permettre d'indiquer que le document, par exemple, est une loi, que cette loi transpose une directive, si oui, laquelle, pourquoi pas indiquer également sa thématique ou sa date d'entrée en vigueur, autant d'éléments qui pourraient être pertinents pour son interrogation. Ainsi, l'outil algorithmique n'aura pas à consulter le document dans son intégralité pour juger de sa pertinence, mais plutôt borné sur les mots-clés. Et s'il cherche une loi, eh bien, il ira vers ce document. Donc, c'est assez pratique. Ces mots-clés sont consignés dans des documents nommés ontologies qui sont rédigés par des personnes et des groupes très différents, soit des institutions qui ont besoin de créer un vocabulaire pour leur documentation interne, soit des groupes de chercheurs, la plupart du temps des informaticiens, qui vont créer ces ontologies dans des champs divers. Il n'y a pas que le droit, mais bien entendu, il y en a dans le champ du droit. Alors, une ontologie, à quoi ça ressemble? On a des mots-clés, les fameuses métadonnées. On retrouve leur définition parce que c'est important de connaître le sens des mots afin d'annoter précisément un document, pas se tromper entre une loi et un décret, par exemple. Donc, c'est très important. Et puis, on va avoir une hiérarchie entre les mots. Il y aura des grandes catégories, par exemple la responsabilité civile. Et à l'intérieur, on va retrouver des sous-catégories. Et donc, il y a une forme de représentation très ordonnée des savoirs, de description des savoirs. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Un exemple, c'est l'ontologie LKIF, Legal Knowledge Interchange Format. Et vous avez ici le mot-clé qui est le code de conduite, Code of Conduct. On comprend que le Code of Conduct fait partie de la catégorie des documents légaux, du droit souple, donc rien à dire, tout va bien. Et puis là, on retrouve la définition que j'ai dû tronquer par manque de place sur cette diapositive. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ici, on peut lire, tout à chacun peut lire cette définition. Ce n'est pas une ligne de programmation, c'est vraiment des éléments que l'humain peut comprendre et que la machine pourra y accéder. La question que je vous soumets aujourd'hui, c'est: le droit peut-il faire l'objet de ces représentations sémantiques? Est-ce que ces fameuses ontologies arrivent bien à saisir le droit? Alors, je vous propose un plan en deux parties. Dans une première partie, je vais dire que le droit, c'est vraiment un champ qui peut être délicat à représenter, voire dans une deuxième partie, quasi impossible. Ce sera la question posée.
J'indique, je le rappelle, que c'est un travail en cours, c'est une jeune recherche et en conclusion, j'évoquerai les perspectives de ces travaux. Alors tout d'abord, le droit a un champ délicat à représenter. Pourquoi? Parce que le droit est complexe et parfois les ontologies ont du mal à saisir cette complexité. Alors il y a des ontologies qui fonctionnent très bien sur certains mots. Par exemple, le mot code de conduite que je vous ai montré, la définition est tout à fait adéquate et puis d'autres où ça coince un peu plus. Un exemple, toujours de l'ontologie Elkif, que j'appelle Elkif, j'espère que je la prononce bien. C'est une ontologie qui a été développée par un consortium de chercheurs au sein de l'Union européenne, financé par l'Union européenne. Et quand il y a un mot qui est polysémique, donc il y a plusieurs chances, eh bien ça coince. Alors, voici la définition du mot directive. C'est une définition en anglais. Je l'ai laissée en anglais. Les autres exemples, j'ai traduit les définitions. J'ai laissé en anglais pour vous montrer aussi que parfois la traduction, l'explicitation de ces définitions données dans une autre langue ne sont pas si faciles. Et là, si je dois traduire, les exemples de directives sont les directives de l'Union européenne qui sont des actes législatifs de l'Union. On retrouve également les directives aux États-Unis, ce sont les directives des agences gouvernementales, en particulier celles du département de la Défense qui servent à transmettre des orientations politiques, des responsabilités et des procédures. Alors, du côté de l'Union européenne, la définition manque nécessairement ici de précision. Pourquoi? Parce que les règlements de l'Union européenne sont eux aussi des actes législatifs. Donc, on pourrait se tromper dans la notation et avoir des résultats tout autant erronés. L'Union européenne offre elle-même une définition sur son site internet de la directive et elle indique que ce sont effectivement des actes législatifs qui laissent les États membres assez libres, une marge de manœuvre aux États membres pour arriver aux résultats qui sont fixés dans la directive. Donc, il y a un peu plus d'éléments. Du côté du droit américain, la définition est somme toute bonne. À mon sens, il manque quelques éléments sur le caractère obligatoire ou non de ces directives, mais en soi, elle peut permettre tout de même d'annoter les documents avec précision, plus ou moins. Autre exemple de difficulté, lorsque le terme à définir comprend des caractéristiques multiples. Je trouve que là, c'est le cas avec le mot coutume, qui est toujours défini par l'ontologie Elkif, ici comme un souvenir collectif d'un groupe, c'est-à-dire des propositions qui sont véhiculées par la coutume, partagées, c'est-à-dire appliquées par tous les membres du groupe. Alors là, la définition, elle est plutôt bien en soi, même si ce n'est pas toujours facile à saisir en raison de cette référence au souvenir, au mot coutume, qui est le mot que l'on souhaite définir. Donc ça, c'est pas très bien choisi à mon sens. On a bien l'idée centrale, ce sont des normes, même si le mot norme ne fait pas partie de cette définition, mais ce sont des normes qui vont être reçues et appliquées par un groupe. Mais il manque une caractéristique essentielle, c'est l'application uniforme et constante de ces normes. Et ça, c'est vraiment une caractéristique qui va permettre de qualifier une norme de coutume et donc de l'appliquer par les juges. Donc, à mon sens, là, la notation va être assez complexe. Autre exemple, et puis pour changer d'ontologie, une ontologie que je trouve très pratique, parce que mon discours aujourd'hui n'est pas à charge contre les ontologies, elles sont super même quand on ne fait pas de la fouille de données, c'est le cas de GDPR Text, qui est une ontologie qui cherche à représenter le règlement européen de protection des données personnelles. C'est plus de 170 considérants, 99 articles, je crois. Donc, c'est quand même extrêmement pratique, mais cette ontologie, elle n'est pas exhaustive. Elle ne représente pas encore les questions de traitement de données personnelles dans le cas de recherche scientifique et statistique, qui pour moi est un gros méli-mélo et pourrait bénéficier justement d'une représentation un peu synthétique. Et du côté de ce qui est représenté, parfois, il y a des manques. Exemple, le droit à l'effacement, qui est très bien défini parce que la définition qui est reprise, c'est celle du règlement. Donc, en soi, tout va bien, mais elle n'est pas complète en réalité. Elle est bien rattachée au concept racine des droits des personnes concernées par le traitement de données personnelles. Il y a les références aux bons articles, c'est pour ça que je la trouve très pratique, parce qu'on a ces références. Et puis, elle est mise en lien avec l'effacement, peut-être demander si le consentement est retiré, le consentement au traitement des données. Tout à fait. Le droit peut être demandé si les données ne sont plus utiles pour la finalité du traitement. Encore une fois, c'est juste et c'est bien utile, mais il manque d'autres caractéristiques. Par exemple, le consentement, l'effacement peut être demandé lorsque le traitement des données est illicite. Donc là, il y a vraiment des manques. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que ça peut être, grave? Est-ce que ça peut être corrigé? Tout à fait. Les ontologies peuvent être amendées, enrichies d'ailleurs, elles le sont. Mais ça montre qu'il y a une véritable nécessité, à mon sens, de contrôler les annotations qui sont faites, mais aussi les ontologies, afin de vraiment pouvoir étudier leur pertinence, parce que le résultat des outils d'intelligence artificielle va dépendre de ces mêmes données. Il faudrait
faudrait également contrôler leur mise à jour, ce qui me fait une transition vers mon second argument dans cette première partie. Droit est un champ évolutif et à mon sens, les ontologies peinent dans certains cas à saisir ces évolutions. Pourquoi est-ce qu'il est évolutif? Parce que le pouvoir exécutif va intervenir, tout comme le pouvoir législatif, de manière périodique pour réviser des textes, et il va falloir prendre en compte ces modifications. Et il peut y avoir des revirements de jurisprudence. Le juge qui vient interpréter la règle va l'enrichir et parfois cet enrichissement peut être vraiment fait à 360 et il faut prendre en compte ces éléments. Il peut y avoir une modification de la doctrine administrative. Je vise ici les agences ou les grands ministères qui vont être en charge de temps à autre d'interpréter le droit pour l'appliquer. Je pense particulièrement ici à la Commission nationale informatique et liberté française qui intervient sur les thèmes de protection de la vie privée et qui offre des interprétations du RGPD. Et vous pouvez retrouver, par exemple, la page sur les données de santé. Et là, la CNIL a vraiment offert un enrichissement de la définition avec des précisions qui, à mon sens, doivent être prises en compte dans les ontologies qui chercheraient à représenter cette question. Et puis, il y a la doctrine, la littérature juridique qui va faire une mise en cohérence, une mise en récit de toutes ces évolutions et qui peut amener à un changement de perspective de certains concepts. Et pour les ontologies qui cherchent vraiment à se mettre au niveau des concepts juridiques, il faudra qu'elles prennent en compte ces évolutions de pensée. Les conséquences, un véritable travail de veille juridique. C'est extrêmement long de faire attention à toutes ces évolutions. Ça nécessite des connaissances pour saisir l'ampleur des modifications. Est-ce qu'on est en présence d'un arrêt de principe dont la solution a vocation à être généralisée ou plutôt d'un arrêt d'espèce qui est vraiment la solution est liée au fait et n'a pas vocation justement à être généralisée. Et puis tout cela a un coût, bien entendu. Des solutions, les ontologies sont d'ores et déjà évolutives. En voici un exemple, c'est l'ontologie ELI, European Legislation Identifier, qui a été créée par l'Union européenne pour référencer tous les textes de droit émis par ses États membres et par l'Union. Donc, on va retrouver des mots comme transpose, consolide, entrée en vigueur, document officiel. On va avoir toutes ces terminologies, ces définitions afin d'annoter les textes. Et puis, elles se présentent sous forme d'un tableur. Là, c'est la version 1.3. Et c'est assez pratique parce qu'il y a une surbrillance. En bleu, on voit les changements entre la version 1 et la version 2. Et là encore, j'ai dû tronquer l'image, mais il y a une case commentaire où on peut saisir l'ampleur de la modification. Toutefois, toutes les ontologies ne sont pas faites de la même manière. On ne va pas toujours pouvoir saisir l'ampleur des modifications et les raisons, ce qui complique un peu la tâche d'évaluation. Un exemple, l'ontologie consent ontologie, très pratique encore, car elle vise à représenter les questions de consentement telles qu'elles sont présentes au sein du RGPD. Le RGPD, vous l'aurez compris, a vraiment stimulé la recherche en la matière. Et cette ontologie indique que pour sa création, mais aussi, on l'imagine, pour sa mise à jour, il y a d'autres documents que le RGPD qui ont été pris en compte. Par exemple, des rapports et des guides qui ont été rédigés par les offices nationaux de protection des données, le groupe européen de protection des données qui émet également des avis et des rapports de cabinets d'avocats, là c'est très vague, lesquels, quand, et puis un manuel sur le droit de la protection des données personnelles qui a été visé par l'Union européenne. Ici, ça a l'air d'être conséquent, mais ce n'est pas assez précis pour vraiment évaluer ces apports. Et puis, il manque ici, à mon sens, un rappel à la Cour de justice de l'Union européenne, qui est l'organe quand même qui interprète les règlements. Alors, OK, la CJUE n'a pas encore interprété tous les éléments du règlement, mais elle a pu interpréter la directive précédente avec des références au nouveau règlement. Donc, il y a quand même des éléments intéressants, notamment sur les informations à fournir à la personne qui va consentir au traitement. Donc là, à mon sens, il y a un manque. Conclusion, c'est un travail de mise à jour qui est, à mon sens, assez complexe et qui montre encore une fois qu'il y a une nécessité à pouvoir tracer les opérations sur les ontologies afin de pouvoir évaluer leur pertinence. J'en arrive à ma deuxième partie. Est-ce que le droit ne serait pas finalement aussi un champ impossible? Là, on est dans l'impossibilité de représenter. Et je pose la question du vocabulaire. Vocabulaire, et pas que vocabulaire d'ailleurs, mais également les définitions qui sont utilisées. Parce que c'est un vocabulaire qui est très généraliste, qui se veut d'ailleurs généraliste, avec des définitions parfois usuelles. Soit les ontologies représentent un texte particulier, là il y a un copier-coller, soit ce n'est pas le cas et donc on va avoir des définitions, comme on l'a vu avec le mot coutume, un peu
de temps en temps vraiment usuel. Et pour moi, là, il y a ici un clash avec le vocabulaire juridique qui est extrêmement précis, même s'il y a une base commune avec le vocabulaire usuel, le vocabulaire juridique est allé vers la précision. Et là, il y a des études de linguistes et de juristes qui ont montré que depuis une centaine d'années maintenant, le vocabulaire juridique, en tout cas français, mais également anglophone, a évolué vers davantage de précision. Et donc, il y a une forme de conciliation à faire. Un exemple, le mot décret. Alors, je suis allée chercher la définition du mot décret dans un dictionnaire, la définition usuelle dans le dictionnaire Littré, et c'est une décision par laquelle on ordonne ou on règle quelque chose. Très bien. La définition juridique, là, je suis allée chercher le vocabulaire cornu, qui est un ouvrage de référence en France pour les définitions. Et donc, les décrets, ce sont des actes administratifs unilatéraux pris par les deux plus hautes autorités de l'État, à savoir le président de la République et le Premier ministre. L'intérêt de cette définition, c'est qu'on sait dans quel champ on se place, le champ du droit administratif, et qu'on a une idée de la place des décrets dans la pyramide des normes, parce qu'on a ces références aux autorités d'édiction. Pour le coup, l'ontologie Elkif, elle reprend une définition usuelle. Le mot décret est souvent utilisé de manière péjorative pour désigner une décision autoritaire. Et donc là, on s'éloigne vraiment de la terminologie juridique. Solution, pourquoi pas multiplier les annotations en utilisant diverses ontologies. Par effet d'entonnoir, on va arriver à avoir une sorte d'équivalence entre les différents mots et le vocabulaire juridique. Très bien, mais à mon sens, encore une fois, cette multiplication des annotations reste à évaluer. Elle doit pouvoir être tracée précisément afin de pouvoir analyser la pertinence de ce qui a été fait. Et là, il y a vraiment une question, je pense, de vocabulaire entre les deux à soulever et à mettre en avant. Dernière partie, je pense que j'ai peut-être parlé un peu vite, mais je vais prendre plus de temps pour cette dernière partie, une traduction illusoire. Alors, pourquoi je vous parle de traduction? On peut avoir l'impression qu'il s'agit d'un pas de côté, mais ces ontologies sont rédigées en anglais et pour annoter des textes qui ne sont pas rédigés, eux, en anglais, il va falloir au moins implicitement, et ça, les philosophes des langues, les linguistes, mais aussi les juristes en droit comparé ont bien montré qu'il y avait au moins implicitement une opération de traduction effectuée. Et cette opération de traduction ne va pas de soi. La traductabilité du droit est très complexe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas toujours d'équivalence dans une langue entre des termes, et il n'y a pas non plus d'équivalence entre les droits, ce qui complique véritablement l'affaire. Les mots les plus simples sont le plus souvent les plus délicats à traduire. Le mot directive, on l'a vu, il y a une polysémie parce que dans les ordres juridiques, ce n'est pas la même chose. Le mot contrat, ce qui sera un contrat dans un autre ordre juridique, ne sera pas forcément un contrat selon le droit français. Ça pourrait être un avant-contrat. Il y a vraiment des conséquences là-dessus. Il ne faut pas se tromper de terme. Et ça montre, à mon sens, qu'il y a une application extrêmement délicate des mots qui ont une visée peut-être universelle dans ces ontologies. On ne peut pas les appliquer n'importe comment à tous les ordres juridiques. Et c'est, à mon sens, peut-être la barrière la plus importante, cette opération de traduction et d'adaptation d'un vocabulaire très généraliste à un ordre juridique, à une culture juridique particulière. Et moi, ce qui m'a manqué à la lecture des ontologies que j'ai pu parcourir, c'est qu'il me manquait parfois la culture juridique du rédacteur. Non pas dans le sens de ses savoirs sur le droit, mais plutôt de quelle culture juridique, quelle est la culture juridique, pardon, dans laquelle la personne a été baignée, quelles sont ses références de cette culture, parce que ça aide à comprendre, je pense que pour l'ontologie Elkif, pour le mot coutume ou même décret, pas coutume, mais pour le mot décret, on voit bien que ce n'est pas du tout un mot qui est adapté au contexte français, ni de près ni de loin, et donc il y a un manque, en tout cas, on ne pourrait pas l'adapter si facilement que cela au contexte français. Des solutions, vérifier la juste application des mots-clés par annotation et selon les ordres juridiques, mais c'est une tâche monumentale. Il faut des connaissances, là, ici, en droit comparé, des connaissances sur les cultures juridiques, les grands ordres juridiques, etc. C'est une tâche assez conséquente et bien entendu, elle a un coût. Je parle du coût parce que j'ai cru comprendre, et les discutants me corrigeront s'il le faut, que ces annotations, elles étaient pour leur manuel. J'ai assisté à une conférence européenne, Endors, il y a quelques mois, sur la sémantique, et une table ronde entière était dédiée à la sémantique dans le domaine du droit, et les informaticiens indiquaient bien que ces annotations sont pour l'instant manuelles. Donc, c'est vraiment un très, très gros travail.
J'en arrive à ma conclusion générale. Ce que je voulais transmettre ici, c'est que finalement, quand on parle IA et justice, on pense justice prédictive. La doctrine a bien balisé les questions d'algorithmes, de biais, de données personnelles, de vie privée. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais très peu de choses sur les ontologies. À mon avis, c'est quand même le nerf de la guerre, ou en tout cas, ça fait partie des nerfs de la guerre, parce que les algorithmes, les résultats donnés vont être conditionnés par ces données, donc par ces ontologies, par ces annotations. Il y a des projets internationaux d'encadrement de l'IA, des projets, j'ai envie de dire, même régionaux, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, qui offrent des pistes stimulantes. J'en dis pas plus parce que je pense qu'on va y revenir dans la discussion. Et je voudrais conclure sur les projets que j'ai à venir, sur les recherches que je souhaite mener. Je souhaite m'intéresser au LNE, au laboratoire français national de métrologie et d'essai, qui est un laboratoire en charge de la certification et de penser les certifications, de créer dans plein de champs différents des gabarits, de réfléchir aux étalonnages, et qui a une mission depuis quelques années maintenant pour travailler sur l'intelligence artificielle, essayer de penser à cette question qui paraît un peu folle, de créer des gabarits pour l'IA. Et le LNE propose d'ores et déjà à ses clients d'évaluer leur système d'intelligence artificielle, et dans ce cadre de s'intéresser à leur base de données structurée et annotée. Donc j'imagine que peut-être que l'annotation fait partie de leur évaluation, et je vais me mettre en contact avec eux pour savoir si c'est le cas et dans quelle manière ils vont prendre en compte ces questions d'autologie et d'annotation. Et puis voilà, c'est ce que je veux faire. Maintenant, prendre contact avec des acteurs de terrain pour voir comment est-ce qu'ils créent leurs ontologies, est-ce qu'ils les créent, est-ce qu'ils utilisent d'autres ontologies, et savoir comment est-ce qu'ils pensent ces questions de vérification, de mise à jour, de traduction de langue, etc. Je vous remercie très sincèrement de votre attention, et voici mes contacts. Pour me joindre, je laisse l'image 2 secondes pour ceux qui voudraient noter, puis je coupe mon écran. Merci beaucoup, chère Margot, de cette intervention. Effectivement, je dirais qu'à chaque réflexion, chaque slide, il y aurait déjà plein de questions à poser et des remarques à faire. Mais je laisse la parole d'emblée à Monsieur Yannick Ménesseur, qui est le premier discutant, qui va se prêter à ce jeu intéressant et parfois peut-être compliqué. Donc, je vous laisse la parole, monsieur. Merci beaucoup, compliqué et passionnant, je dirais, parce que ce qui se dessine derrière, c'est quand même un modèle de société. Donc, c'est pas tout à fait anodin, je pense, que ça. Donc, tout d'abord, mes remerciements chaleureux à Margot pour avoir aussi bien formulé des choses à titre personnel que j'avais pressenti, peut-être pas aussi bien, comment dire, exprimé. Donc déjà, mes félicitations pour ce travail de pédagogie qui est très compliqué, parce que on s'insère dans ce travail de réflexion, et ce sera un propos introductif. Je vais essayer de ne pas être trop long, de faire 10-15 minutes, ça convient, hein, dans un propos introductif, se dire que cette histoire d'essayer de mesurer la justice, elle ne vient pas de nulle part. Hein, c'est-à-dire que pour le contextualiser, on se retrouve dans une époque particulièrement technique. Je penserai aux travaux de Jacques Ellul autour de ça, et au déploiement, au déroulement de cette époque technique, où, et là je citerai Gunther Anders, il est extrêmement difficile de se positionner de manière critique vis-à-vis de cette évolution. C'est-à-dire, et je l'ai expérimenté moi-même, d'autres parmi vous l'ont peut-être expérimenté, dès lors qu'on essaye de formuler quelques doutes, de mettre un peu de nuance, de prendre un peu de recul, c'est compliqué de trouver sa place dans un discours public dans lequel le numérique, de manière générale, est présenté comme une solution à beaucoup de problèmes. Entendez-moi bien, dans mon propos, je ne dis pas que le numérique ne sert à rien, je ne porterai pas un propos de décroissance particulièrement, même s'il est respectable, c'est pas mon idée. Mon idée derrière est de se dire que le juste usage de la technologie doit émerger d'un débat scientifique sérieux, solide, et sur lequel on doit pouvoir documenter un certain nombre de choses. Donc c'est pour ça que le travail de Margot, en cela, je pense, contribuera à faire avancer les choses. Et je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer une image qui me tient à cœur, parce que je trouve qu'elle représente quelque part ce que l'on essaye de faire en essayant de représenter la justice au travers de mécaniques algorithmiques. Alors, je l'ai trouvé dans un de mes exercices de sérendipité sur Internet, en fouillant un tout petit peu, et je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'on a en face de nous un objet, vous voyez, qui ressemble à Thémis, mais dans lequel il y a finalement
encore des incohérences. Et moi, la question que je vais poser et que posait Margot à la fin de son intervention, c'est de se dire, est-ce qu'on va pouvoir avoir une image haute définition à un moment donné? Puisque là, vous avez, on a des séries de vecteurs, hein, c'est très classique de la représentation d'objets en 3D en matière informatique, mais va-t-on pouvoir avoir une forme de normalisation de tout ça pour avoir une image en haute définition? Ou se heurte-t-on à une problématique beaucoup plus difficile et qui finalement ne relève pas que du seul champ du progrès technique, technologique ou de l'accumulation de données, mais qui relève en réalité des limites d'un formalisme mathématique, statistique, à représenter un certain nombre de choses. Alors, je vous disais, cette prétention-là n'est pas tout à fait nouvelle. Moi, je l'identifierais à Condorcet, un de nos collègues brillants, que je cite ici, Jean Lassègue, qui a travaillé, qui a publié avec Antoine Garapon Justice Digitale, me disait lors d'un podcast, oui, mais c'est même Leibniz derrière qui avait commencé à réfléchir à une possibilité de mathématiser, d'essayer de modéliser le raisonnement juridique. Donc, tout ça n'est pas tout à fait neuf, mais de manière tout à fait précise, cet article de l'avocat Reed C. Lawlor, 63, qui parlait déjà de capacité à pouvoir anticiper les décisions de justice, ici de la Cour suprême américaine, par des systèmes algorithmiques. Et d'autres articles dont je passe le détail ici qui vont exactement là-dessus. Alors, je vais profiter un tout petit peu de ce temps pour essayer de vous dire pourquoi je me joins finalement aux conclusions qui ont déjà été présentées, qui sont naturellement partielles et sur lesquelles nous allons aller un tout petit peu plus loin. Mais il y a quelque chose, je pense, qu'il faut bien comprendre aujourd'hui dans les mécaniques algorithmiques qui nous sont offertes. C'est-à-dire que vous avez deux grandes familles, grosso modo, de manière à programmer un raisonnement. La manière symbolique, j'écris du si alors sinon, j'écris des règles moi-même. Hein, c'est comme ça moi-même que j'ai appris à faire de l'informatique étant plus jeune. Ça nous a donné les systèmes experts dans les années 80. Et il y a eu quelques limites à cela. Hein, complexité à maintenir, incapacité déjà à représenter un certain nombre de situations et a succédé aux fous espoirs des systèmes experts des années 80, un hiver de l'intelligence artificielle où il devenait d'ailleurs un tout petit peu incongru d'en parler. Et 2010, de nouveau explosion du terme liée à la capacité d'avoir fait fonctionner des algorithmes dits d'apprentissage automatique, de machine learning en anglais, où avec de grandes quantités de données, eh bien, on arrive à en inférer des règles. Et ça marche extrêmement bien pour la reconnaissance d'images. On a eu des succès extraordinaires aussi dans des jeux de société. Repensez à la mise en scène médiatique de Google et de DeepMind avec AlphaGo, hein, où on voit une machine battre le plus fameux joueur du monde de Go. Et immédiatement, la réflexion qui se déroule derrière est de se dire, mais finalement, est-ce que ça ne peut pas être généralisable et est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer dans d'autres champs? La médecine, la recherche de fraudeurs en sciences sociales, la justice. Et pour revenir à une des mécaniques de base de ces nouvelles méthodes algorithmiques, eh bien on pourrait parler de méthodes statistiques de base. Je vais en parler d'une ici particulière, mais qui illustre, selon moi, bien le propos. C'est la recherche de liens entre les données, de corrélation entre les données. Puisque ces machines, en utilisant des grandes quantités de jurisprudence, vont chercher à faire du lien entre les données. Hein, se dire, par exemple, eh bien, si dans un cas de divorce contentieux, il y a beaucoup d'enfants et les ex-époux sont mariés depuis 20 ans, est-ce que la prestation compensatoire va être plus élevée? Et tout ça, c'est l'idée de pouvoir le rechercher dans des décisions de justice. Et regardez, vous le connaissez peut-être, c'est le site Spurious Correlation. C'est un site d'un jeune statisticien qui s'est amusé, parce que c'est assez ludique, hein, son site, à prendre des grands jeux de données aux États-Unis sur 10 ans et à rechercher des corrélations. Et si vous regardez par une méthode purement statistique, nous avons une corrélation de 99,2%, donc une corrélation assez forte, entre le taux de divorce dans l'État du Maine et la consommation de margarine par habitant. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, cette histoire? Alors, naturellement, vous, moi, je vous énonce ça, vous voyez immédiatement qu'il s'agit probablement du hasard qui nous conduit à avoir cette forte ressemblance statistique. Mais gardez en tête qu'aujourd'hui, ces approches par le traitement de données, de machine learning, n'ont pas deux paramètres comme ici, mais des centaines, des milliers.
des millions même pour certaines. Et donc, les jeux de recherche, de corrélation de données qui s'effectuent avec une très grande difficulté d'auditabilité, donc de capacité à comprendre comment cela a été fait, et nous posent énormément de difficultés aujourd'hui pour documenter la manière dont ça a été fait. Et je conclurai mon propos avec cette étude que vous connaissez peut-être, qui est une étude de l'University College London sur la base de plus de 500 décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Et voyez le titre de presse, 79% de précision sur la reproduction des décisions. Autant vous dire que ça crée un petit émoi, mes collègues juges à la Cour européenne des droits de l'homme se voyant immédiatement remplacés par des machines. Quand vous creusez l'article, et d'ailleurs, les chercheurs à l'origine sont tout à fait clairs dans l'article. Majoritairement, un juriste s'est joint après, mais majoritairement, ce sont des recherches linguistiques qu'ils faisaient. Et ce qu'ils cherchaient, ils cherchaient des grands jeux de données avec beaucoup de langage pour y arriver. Et pour cela, ils ont trouvé la base UDOC de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été une source documentaire extraordinairement riche pour leur travail. Et ils sont tombés un peu dans cette histoire de prédictabilité un peu par hasard, et ils se sont rendus compte que, après avoir entraîné la machine avec 500 décisions, en mettant dans de nouvelles décisions, eh bien, ils arrivaient à reproduire de manière correcte, 79%, les décisions. Mais, encore une fois, en lisant l'article scientifique et non pas la manière dont la presse l'a relaté, on voit toute la difficulté relatée Margot qu'ont eu les chercheurs, avec beaucoup de prudence, en se disant, premièrement, qu'est-ce qu'ils ont trouvé en réalité ? Eh bien, ils ont fait des catégorisations de mots, de groupes de mots et de contextes. Et loin de reproduire le raisonnement juridique, ce qui a été reproduit par la machine, ça a été la détection de fréquences de mots en fonction de la violation ou de la non-violation qui était opérée. Et donc, pour arriver jusqu'au bout du raisonnement, qu'est-ce qui a été révélé par la machine? Est-ce que c'est les raisonnements des juges ou, et vous allez voir, c'est intéressant, entre corrélation et causalité, est-ce que c'est le fait plutôt que les décisions de justice de la Cour européenne des droits de l'homme utilisent une sémantique plutôt bien standardisée? Ça veut dire qu'en ayant, dans les cas de violation, on retrouve plutôt certains mots dans les cas de violation, comme les obligations positives des États, qui sont citées en motivation dès lors qu'il y a une violation, les conditions de détention, pareil, etc., un certain nombre de mots. Et j'en arrive à ma conclusion, ce qui a peut-être été révélé, eh bien, c'est qu'il y a des trames, parfois utilisées, dans certains cas de contentieux de masse. Donc, je conclus là-dessus. Attention, et ça pour moi aujourd'hui c'est l'écueil majeur en termes de représentation. Représenter une décision de justice, c'est déjà connaître la décision de justice. Pour ma part, je ne dévoilerai pas de secret, je ne veux pas affaiblir l'autorité de mes collègues juges, mais quand on est face à des contentieux de masse, eh bien, les rédactions sont ou soit standardisées par des trames dans lesquelles on intervient naturellement en fonction de la nature de l'affaire, mais il y a une standardisation, soit ce sont des motivations qui sont extrêmement courtes et dans lesquelles, même en termes sémantiques, il y a une matière première relativement pauvre à émerger, soit, et je fais référence à l'article 455 du Code civil en France en matière de cour d'appel, on peut simplement faire référence au visa, faire un visa aux conclusions qui ont été déposées par l'avocat. Donc, comment peut-on espérer aujourd'hui, avec une matière première qui nous pose autant de difficultés? Et j'évacue d'autres thématiques, parce que je n'ai pas le temps, le philosophe du droit, Hart, qui nous disait la texture ouverte du droit, le fait que deux normes peuvent se retrouver en concurrence et que c'est tout le rôle du juge d'interpréter, en fonction de l'affaire qui lui est soumise, d'interpréter le droit dans cette manière-là. Et dernière chose, on peut se retrouver avec des raisonnements juridiques tout à fait valables, avec deux décisions qui paraissent contradictoires. Donc ma conclusion, et j'en terminerai là, c'est de se dire que aujourd'hui, tenter de modéliser, la manière et le raisonnement du juge est peut-être un travail, et je ne néglige pas encore une fois, moi je trouve que dans la recherche, et voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent être réalisées, c'est intéressant de s'intéresser à ça. Je pense qu'une approche multidisciplinaire aiderait beaucoup à échapper à des écueils, et il ne faut pas croire que tous les collègues magistrats se retrouvent dans une position purement conservatrice vis-à-vis de ça, mais au contraire, je pense qu'on peut aider à faire progresser les débats, en plus de sociologues, etc. Mais ne tombons pas dans le piège, et dans le piège un peu aisé, de se dire qu'en modélisant les décisions de justice, on va connaître par exemple mieux les juges, leurs biais, l'impartialité.
Alors oui, ce sont des choses, et on le voit avec l'affaire Compass aux États-Unis, hein, c'est-à-dire on a vu que cet algorithme qui prétend évaluer la criminalité des individus est lié naturellement à une société déjà fortement biaisée, discriminée, hein, où il y a des discriminations sur la population afro-américaine. Mais aujourd'hui, utiliser ces outils-là de manière descriptive me paraît beaucoup plus intéressante, et encore une fois dans une démarche de recherche, que dans une démarche prescriptive, commerciales, dans lesquelles j'ai un grand respect pour les legal tech et pour leur engouement pour essayer de trouver des solutions à notre société. Je ne crois pas que c'est ça aujourd'hui, pour moi, en tout cas, la plus grande difficulté. Mais la difficulté, c'est de risquer de casser la confiance dans le numérique et dans les algorithmes en créant des applications hâtives pouvant créer des débats. Et en tout cas des dégâts, pardon, et j'espère aussi des débats qui pourront éclairer ça. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je crois qu'on va avoir plein de questions, plein de remarques. Oui, c'est une forme de solutionnisme, c'est la pensée, une espèce de magie qui est accordée aux algorithmes. Un nouveau Dieu peut-être, parce qu'on est en manque peut-être de nouveaux dieux, de nouvelles déesses, je ne sais pas. Je laisse la parole tout de suite à Monsieur Vellino pour qu'on puisse avoir le temps de discuter par la suite. Bonjour, d'abord merci beaucoup de m'avoir invité, d'être parmi vous. Je suis peut-être la personne qui est la moins versée dans le domaine juridique. Donc mon historique, ce serait plutôt dans le raisonnement automatique, les méthodes formelles, la logique et la programmation. Donc, j'ai quand même plusieurs années d'expérience dans l'intelligence artificielle. Et je peux dire d'emblée, là, je suis presque au 100% d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Et il n'y a pas de collusion, hein? Il n'y a pas de collusion du tout. Je n'étais pas du tout sûr, en fait, de ce que Margot allait dire ou de quoi elle parlait par rapport aux ontologies et dans le domaine juridique, parce que j'ai aucune expérience avec ça. Par contre, j'ai quand même plusieurs années d'expérience avec justement le raisonnement automatique et l'historique. J'ai commencé mon expérience en IA en 1986, donc j'ai un peu tout vu, hein. J'ai vu le monde fou qui avait des machines dédiées au raisonnement automatique, des machines qui interprétaient le Lisp, le Prolog, qui a été inventé en France d'ailleurs, pour faire ce raisonnement. Et puis, il y avait tout un cri à l'époque. Et maintenant, on est revenu à une espèce de vision de l'IA qui est un peu, à mon avis, excessive, et on a trop d'attentes, en fait, avec l'IA. Alors, j'aimerais expliquer un petit peu ma perspective avec quelques PowerPoint. Alors, je vais partager mon écran. Alors, comme le disait Yannick tout à l'heure, il y a en fait deux technologies principales dans l'IA. La méthode, si vous voulez, raisonnement logique, symbolique, règles algorithmiques, et les méthodes de réseau de neurones qui, par hasard, comme ça, AlphaGo, on en parle aussi ici, a eu beaucoup de succès récemment. Mais ça a commencé dans les années 80 avec les systèmes experts, et en 86, je ne sais pas si les juristes parmi vous connaissent cette tentative de codification logique de la loi sur la nationalité britannique. Mais l'idée, c'était d'avoir un système expert qui codifiait cette loi qui détermine si quelqu'un a la nationalité. Et en fait, la loi, paraît-il, je ne la connais pas bien, se prête naturellement, hein. On a une tendance à croire que la loi, c'est le domaine juridique est réglementé, peut être implanté par un système système expert qui suit des règles, simplement, où il n'y a pas d'interprétation, où il n'y a pas de fluidité, où il n'y a pas de contexte.
Et cette loi, tout particulièrement, a été vue par les informaticiens comme étant quelque chose qu'on peut codifier avec un système expert. À l'époque, on disait que c'était un grand succès, qu'on va pouvoir faire des avances, etc. Mais en réalité, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un système comme ça, mais les systèmes experts dans le domaine juridique, mais aussi même dans le domaine médical, n'ont pas eu de succès en réalité. Alors pourquoi est-ce qu'on parle maintenant d'ontologie et de raisonnement? C'est grâce à Tim Berners-Lee qui a inventé essentiellement le web qu'on connaît, les hyperliens. Merci beaucoup Tim Berners-Lee, on est très content d'avoir le web. Mais votre deuxième invention, c'est-à-dire les réseaux de données reliés sémantiquement, c'est une idée formidable, mais aussi dépendante d'ontologie, dépendante de cette formulation que on regardait tout à l'heure par rapport aux relations sémantiques. Et c'est un rêve, à mon avis, c'est de mettre toutes les connaissances et tous les documents en ligne et les relier par des concepts sémantiques, ça ne va pas marcher. Et prenons par exemple cette idée de représenter en logique des relations entre objets et leurs propriétés. C'est très bien pour apprendre la logique, c'est très bien pour apprendre la programmation, mais est-ce qu'on va avoir des relations en RDF pour chacun des objets qui se trouvent sur l'Internet? C'est pas réaliste. Je saute un petit peu. Je voulais simplement avoir un certain nombre de diapositives à ma disposition. Donc, l'idée avec les ontologies, c'est d'avoir des relations entre objets et de permettre le raisonnement avec des règles. Hein. C'est en fait de faire de la logique avec des relations fixes. Donc, il faut un vocabulaire contrôlé de termes, une classification hiérarchique, un mécanisme pour raisonner à propos de ces termes. Très bien. Alors, pour un domaine comme, par exemple, la biologie, où l'anatomie de la souris peut être bien définie et définie de façon catégorique, ça peut marcher très bien. On est d'accord. Et même pour d'autres domaines comme en médecine, d'avoir une collection de termes et une hiérarchie terminologique comme MESH, par exemple, et de le mettre dans un moteur de recherche comme GoPubMed, qui malheureusement n'existe plus maintenant, ça aussi, ça peut marcher. Mais, à mon avis, la plupart des succès dans l'IA ont été supplantés par les méthodes statistiques, c'est-à-dire en réalité les réseaux de neurones ou l'équivalente avec des méthodes statistiques. Alors l'idée là, c'est d'entraîner un système. Il n'y a pas d'algorithme en fait. Quand on parle de réseau de neurones, c'est plutôt un entraînement qu'on fait avec des données qui résultent avec un système qui permet de la classification ou la reconnaissance d'un objet, par exemple, des images. Alors ici, c'est un outil, et puis on le retrouve déjà chez Google et ailleurs, qui regarde une image et qui a été entraîné pour détecter la présence d'un objet, ou même, si vous regardez à la quatrième rangée, l'absence d'un objet. Hein. Aucune personne ne se trouve dans cette image. Un éléphant se trouve dans une image et puis il y a une probabilité là à droite. Bon, alors tout ça, c'est très utile pour retrouver des photos, c'est très utile pour jouer au Go, mais il y a quand même des domaines comme le langage naturel qui a une structure grammaticale relativement fixe pour lequel la partie logique s'applique toujours. Mais il y a aussi l'aspect statistique qui permet de faire
par exemple, le marquage de la partie du discours, mais aussi Google. Hein? Simplement, le moteur de recherche de Google, ça, c'est, on ne voit que la boîte, hein? mais derrière, il y a énormément d'intelligence artificielle, de sémantique dans le genre ontologie aussi, mais surtout sémantique statistique. Par exemple, la méthode d'extraction d'entités, entity extraction, pour retrouver des endroits, des personnes, des concepts, etc. Il y a beaucoup de méthodes pour faire ça. Et j'ai fait un petit exemple pour faire la démonstration que, comme le disait tout à l'heure Margot, le langage et la traduction sont importantes. Mais ces méthodes statistiques n'obligent pas d'avoir un vocabulaire contrôlé, ni d'avoir la traduction humaine. Enfin, il y a de la traduction humaine derrière pour faire l'entraînement, mais un système comme ceci qui extrait les concepts, les personnes, les places dans le texte, si on fait la traduction de ce texte en français ou en anglais, on retrouve les mêmes personnes, les mêmes places, les mêmes concepts. On peut aussi utiliser des méthodes statistiques pour faire la classification, le regroupement automatique et l'étiquetage en anglais ou en français. Alors en anglais, ça marche assez bien, ce système, ce qui s'appelle Carotte 2. En français, ça marche un peu moins bien, d'avoir pour les comme étiquetage pour un groupe de 8 éléments sur 100, c'est pas très intéressant. Là. Domaine du droit peut-être, mais plus, le mot plus avec 6 documents, c'est peut-être pas très intéressant. Donc, il y a encore un affinement à faire. Mais ce que je voulais remarquer simplement, c'est que il n'y a pas de traduction automatique ici, de connaissance humaine. Tout ça, c'est fait par les statistiques. Et il y a un rôle à cela. Alors, ce serait ma question à discuter maintenant. Quelle est la place, justement, de ces mécanismes et pourquoi faire? Est-ce que c'est pour le repérage? Est-ce que c'est pour retrouver des documents? Est-ce que c'est pour aider les êtres humains à prendre une décision? L'idée d'un robot juge qui prend une décision, là, c'est inconcevable et du point de vue d'un non-juriste, là, je ne voudrais pas être jugé par un robot, c'est sûr. Très bien, alors j'espère pouvoir poser d'autres questions dans un instant. Merci de votre attention. Merci beaucoup, merci pour cette intervention. Elles sont complémentaires et toutes intéressantes. Elles ont relevé des questions communes et puis des questions différentes. On comprend bien que vous démystifiez un peu tout cela, et tant mieux. Sortons du mythe de l'IA qui va nous aider à comprendre mieux le monde, puisque désormais on sait c'est un monde complexe et donc c'est un projet aussi de société. Je suis tout à fait d'accord avec votre réflexion derrière l'IA. Il y a un projet de société et de ce qu'on veut en faire et la manière dont on veut saisir le monde et dont on accepte de saisir le monde. Le monde est complexe et il faut l'admettre. Et on ne va pas tout prédire parce que ce n'est pas possible. Et puis c'est dangereux, ce type de promesse, à mon sens. Mais c'est sans doute, il y a sans doute un aspect commercial, comme vous l'avez dit, Monsieur Ménesseur, qui n'est pas du tout négligeable dans la doctrine qui est diffusée. Bon, je m'arrête là. Je crois que vous avez déjà des questions à vous poser ou des remarques à faire entre vous. Et puis, par ailleurs, il y aura des questions dans la salle que l'on prendra et dont je me ferai la porte-parole. Donc, si vous souhaitez déjà interagir, allez-y, faites-vous plaisir. J'aimerais poser plaisir aussi d'emblée à Margot. Le but de ces ontologies juridiques, c'est quoi? C'est pour organiser une bibliothèque pour pouvoir retrouver des documents? Ou bien est-ce que c'est pour mieux comprendre la loi, mieux communiquer la loi? Enfin, c'est quoi cet objectif dans le monde juridique d'avoir ces ontologies?
Alors, dans le champ du droit, les ontologies, eh bien, les rédacteurs d'ontologie précisent eux-mêmes ce qu'ils entendent faire avec leurs documents. La plupart du temps, c'est pour représenter un champ de savoir, pour aider à la fouille documentaire. Dans d'autres cas, il y aura des créations de sémantique pour vraiment entraîner par la suite des algorithmes d'aide à la décision. Illustration, en France, on a un projet qui s'appelle DataJust, qui est piloté par le ministère de la Justice et par une agence qui s'appelle Etalab pour l'aide à la mise en œuvre, et qui vise à analyser des décisions de justice pour pouvoir offrir un outil d'aide à la décision pour préciser quels dommages et intérêts pourraient prétendre des parties dans le cas de préjudice corporel. Et dans ce cadre, c'est un nombre extrêmement important de décisions de cour d'appel qui vont être analysées, et les auteurs de ce projet sont en train, si j'ai bien compris ce qui se passe en ce moment, de créer une sémantique d'interrogation. Donc là, on voit que la sémantique d'interrogation va être directement liée à l'outil développé. Donc en réalité, c'est assez variable, et c'est pour cela qu'à mon sens, il faut avoir une réflexion sur la précision de ces documents, la précision du vocabulaire, des définitions, mais vous le soulignez tout à fait, la précision quant à l'objectif poursuivi par ces documents. Pour l'ontologie. Est-ce que je peux rajouter une deuxième question naïve, là, simplement pour lancer le débat? Pourquoi est-ce qu'on ne tenterait pas simplement d'un outil comme Google de recherche d'indexation qui est spécifique à la terminologie juridique? Pourquoi ça ne suffirait pas? Alors là, je suis bien coincée. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres pistes. C'est pour cela que les études sont nécessaires, précisément. Si je peux apporter, André, c'est fait. C'est-à-dire que je ne citerai pas un opérateur pour favoriser personne dedans, mais on a une Legal Tech en France à laquelle je pense particulièrement, qui s'est investie dans cette question-là et qui propose, il faut le dire, un outil qui, en effet, fournit un certain nombre de services. En tout cas, comparé aux moteurs de recherche basés sur les mots-clés qui traînent encore de ça, de là, dans nos juridictions. Mais la question qui se pose, pour moi, sur les moteurs de recherche, est aussi intéressante sur la hiérarchisation. C'est-à-dire que, vu d'un opérateur privé, on voit ce que Google a fait de son moteur de recherche. Le modèle économique et le critère de hiérarchisation de l'information. Et quand bien même on utiliserait, et je vous rejoins André, je pense qu'il y a des vrais champs vraiment là-dessus à étudier, il y a des garanties à imaginer aussi. C'est-à-dire, est-ce que l'opérateur privé n'a pas eu une petite influence pour cacher certaines décisions qui seraient défavorables en droit de l'environnement, par exemple? Un opérateur qui, comme par hasard, aurait financé le moteur de recherche? Ça, c'est une première question. Et puis, une question qu'on ne traite pas beaucoup en France, en tout cas, et moi qui m'intéresse, c'est que sur des applications de moteurs de recherche, qu'est-ce qu'on fait des données comportementales? Et ça, c'est de l'or. Voilà. Donc aussi, vous voyez, je pense qu'il y a une application technologique sur laquelle on doit se mobiliser parce que plutôt que les fantasmes de la prédiction qui viendraient, voilà, je pense qu'on peut l'écarter ça et on devrait l'écarter des débats en le documentant sérieusement. Et sur d'autres types d'applications, des garanties qui sont nécessaires selon moi. Mais encore une fois, j'ouvre le débat, je veux pas. Et je peux rajouter à cela, vous utilisiez un terme tout à l'heure qui a à voir avec comment est-ce qu'on sait comment le raisonnement a été fait par la machine? Je ne me souviens pas du mot que vous avez utilisé là. L'auditabilité. Moi, j'ai noté également. Oui, non, mais c'est un gros problème. C'est justement avec les méthodes statistiques, avec les systèmes experts, on peut poser la question comment est-ce que tu es arrivé à la conclusion que j'ai une maladie bactérielle, et on fait un compte à rebours du raisonnement symbolique, et puis on voit comment le raisonnement a été fait. Mais avec les méthodes statistiques, et ça s'est même déroulé dans le jeu de Go, de AlphaGo. Il y a eu un jeu, je ne sais pas, le 33 ou quelque chose comme ça, qui a été fait, et puis tout le monde s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il fait, AlphaGo, pourquoi, qu'est-ce que ça va marcher, on ne sait pas, et puis même les professionnels, ah tiens, c'est intéressant, ça, j'ai jamais vu ça, comment est-ce que ça marche? Et la réponse est, je ne sais pas. Et ça ne peut pas marcher dans un système juridique, c'est nul.
Oui, puis toute l'idée quand même d'un système juridique, et là j'en témoigne de par ma formation, hein, c'est qu'on apprend à motiver. Alors je vous le disais, la pratique professionnelle, la masse des affaires, enfin il y a plein de facteurs externes hein, qui expliquent à, comment dire, une qualité, entendez-moi bien, pas de qualité juridique en tant que telle, mais de qualité sémantique pour ce type d'exploitation qui fait que c'est compliqué selon moi de se baser sur ce matériel-là. Mais ce que je viens de vous dire qui est simple et peu connu parfois des legal tech, c'est-à-dire qu'on a une représentation en tant que citoyen de décisions de justice dans lesquelles on trouverait cette matière première. Or, la pratique professionnelle, connue des avocats, des professionnels eux-mêmes, on le sait, la matière nous permet d'être compréhensible, de pouvoir exercer toutes les voies de recours si c'est nécessaire, mais de là en faire ce traitement tel qu'on l'imagine, il y a un pas peut-être pas à franchir. Tout à fait. Je voulais rajouter à Margot, quand vous parliez du mot décret, hein, Oui. la définition usuelle et juridique, il y a aussi, à mon avis, un élément même géographique, hein, non seulement linguistique, mais aussi géographique. Hein. En France, décret, ça veut dire ça. Il y a un président de la République. Au Canada, il n'y a pas de président de la République. Donc, décret, même juridiquement, ça a une autre signification. Hein. Donc, c'est simplement une question de langue, il y a un contexte. Un contexte, c'est pour ça que j'ai évoqué la culture juridique de la personne qui rédige, dans quel ordre juridique elle a grandi, vécu. Ça, les comparatistes comme Pierre Legrand ou Geoffroy Samuel l'ont montré que ça a vraiment une influence sur les travaux qui sont menés par les juristes eux-mêmes, mais aussi par les personnes qui vont travailler sur le droit. Et c'est pour ça que l'utilisation d'ontologie doit, à mon sens, être documentée, faire l'objet d'une traçabilité et de contrôle particulier pour s'assurer qu'on va pouvoir annoter avec sérieux des textes. Alors moi, j'avais aussi quelques éléments. Je voulais rebondir sur la loi britannique sur la nationalité qui a fait l'objet d'une représentation, d'une modélisation dans les années 80. Dans cette modélisation, ils ont quand même eu du mal à modéliser l'intégralité de la loi parce qu'il y avait des choses très simples. Si on est sur le sol britannique, on est britannique. Effectivement, boum, 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 c'est facile. Mais lorsque le droit anglais précise que les personnes peuvent accéder à la nationalité si elles ont fait preuve d'un bon sens moral, having a good character, ça, ils ont eu beaucoup de mal parce que ce sont des termes qui sont qualifiés d'ambigus. Et en réalité, derrière ces ambiguïtés, il y a quand même des grands programmes de recherche nationaux, des grandes réflexions qui sont menées, notamment à l'OCDE, pour réfléchir à la rédaction du droit, pour que cette rédaction utilise le moins de termes ambigus possible, afin de pouvoir modéliser tout de suite la loi pour l'implémenter de manière informatique. Derrière cela, c'est pour ça que je rejoins l'idée, c'est des grands changements de société et de rédaction du droit et aussi de marge de manœuvre laissée aux juges. Et il y a des grands changements pour moi, à mon sens, à l'œuvre. Et il y a eu un rapport récemment publié de l'OCDE, je crois que c'était en décembre dernier, je vous laisserai le consulter. Et à la fois, c'est intéressant et c'est stimulant, mais c'est aussi effrayant. Voilà, à mon sens, il y a les deux. C'est effrayant, Margot, ce que tu nous dis, effectivement. Enfin, ce que tu dis, ce que tu relèves. Mettre au pas la langue pour que ça s'adapte à la machine, je trouve ça très, très effrayant. Sans rentrer dans la diatribe sur l'appauvrissement de la langue et donc de la culture et donc de la pensée humaine, etc., etc. On pourrait remonter très loin dans des propos presque philosophique, mais c'est effrayant, effectivement, que ça se fasse dans ce sens-là et pas dans l'autre. Mais les exercices comme ça, du point de vue informatique, sont très intéressants parce que ce qu'ils ont trouvé en 1986 avec cet exemple, c'est qu'ils n'avaient pas réussi à modéliser le subjonctif. Hein? Si éventuellement la personne avait été ou aurait été, si vous aviez postulé pour la nationalité britannique à telle et telle date, vous auriez eu le droit de l'obtenir, donc votre enfant, lui aussi, etc. Donc, ça on ne peut pas raisonner comme ça. Enfin, mais de ne pas pouvoir le faire, ça vous oblige, du point de vue de l'informaticien, de faire des efforts pour le faire, justement, pour faire des avancements. Donc, pour moi, ce que je trouve intéressant, même avec l'IA classique, raisonnement mécanique, etc., c'est non pas pour modéliser ou
imiter l'être humain, mais c'est plutôt pour le comprendre. Hein? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas avec comment on raisonne, comment on pense, comment on réfléchit, comment on ressent émotionnellement, toutes ces choses que les machines ne peuvent pas encore faire. C'est très important d'essayer de le modéliser avec des machines, le langage aussi, le contexte, etc., pour nous comprendre. Hein? Ça peut nous permettre de mieux nous comprendre. Si je peux me permettre, je vais utiliser mon rôle de co-organisateur pour me permettre d'intervenir sur ces questions. Puis je pense, Margot, vous mettiez le point sur un point assez important aussi sur certaines limites de l'autonomisation. Et il y a eu plusieurs débats qui ne sont pas nouveaux et encore certaines personnes on redécouvre ce genre de limites tous les jours. Mais ça, et puis j'aimerais revenir aussi sur certains points que Yannick soulevait dans sa présentation, mais comme vous le disiez, comme cette vision de vouloir simplifier le langage du droit, c'est aussi une approche très, puis là je vais prendre la casquette du français qui est maintenant au Canada, cette approche très positiviste, très traditionnaliste à la française de le juge et la bouche du droit, très à la Montesquieu, vous savez, qui est totalement fausse à mon sens, tant dans les juridictions civilistes que de common law, mais ça de voir que c'est pas juste lire le code civil ou un texte de loi, il y a un travail à faire et il y a une raison historique, mais aussi c'est comme vous le disiez plutôt, c'est des choix de société, de représentation, et notamment c'était des débats qu'on a avec l'IA, mais aussi avec les chaînes de blocs, les fameux contrats intelligents qui permettraient de tout remplacer. Ils peuvent pas tout remplacer, ça reste des machines et souvent quand on en parlait dans des précédentes rencontres que nous avons organisées avec Mouna, notamment sur l'idée de bonne foi. C'est les concepts de bonne foi, en anglais, le concept de parties best efforts. On ne peut pas quantifier ce genre de choses, mais c'est nécessaire. On en a besoin dans une société d'avoir cette flexibilité, ces caractères fonctionnels. C'est pas juste noir ou blanc, c'est plusieurs niveaux de gris pâle à foncé. Et je pense que c'est vraiment important et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout comprendre et de voir que tu mets 4 juges dans une salle, ils ne sont pas d'accord entre eux. Alors c'est sûr que peut-être dans une vision française où c'est la cour au nom de la République et tout, mais comme quand on voit aux décisions de common law, c'est là qu'on voit comme toute l'importance de qui est le juge, comment est composée la cour. Et en même temps, pour revenir à ce que tu disais aussi, Yannick, c'est la matière de quand tu construis tes systèmes. C'est peut-être plus facile de développer ce type de système et ce type de probabilité statistique dans un système de common law où on va avoir des décisions qui ne font pas une page, mais qui vont peut-être en faire plutôt une centaine avec tous les documents de la cour, les interventions, les amicus briefs, etc. Alors que même, par exemple, dans le système français, c'est une page. Alors, on va dire la Cour européenne des droits de l'homme, il y a plus de contenu, on peut aller chercher pareil pour la Cour de justice, mais il y a aussi ses limitations et aussi les limitations linguistiques que Margot mettait en avant, que la plupart des systèmes ont été développés en anglais, pensés en anglais, et la langue a une vraie importance. Pas sur la sémantique, mais aussi même sur les valeurs de société. On peut vraiment le voir. Si je peux me permettre, Florian, il y a un vrai paradoxe, c'est que l'utilisation du machine learning, donc de l'apprentissage automatique, nécessite beaucoup de données. Donc, si on le reporte au domaine de la justice, il va falloir qu'on prenne beaucoup de décisions. Or, le beaucoup de décisions n'est pas qualitatif. Quand tu disais, avec juste titre, que la longueur des décisions est variable, la Cour de cassation fait cet effort-là de rédaction. Et je pense qu'il y a de la matière intéressante à trouver en fonction des types de décisions. Donc, voilà le paradoxe que j'illustre. C'est qu'on a un vrai travail qualitatif d'illustrer, de trouver des décisions signifiantes pour essayer d'en extraire quelque chose, alors que là, le postulat est tout à fait inverse et posé par les types de mécaniques statistiques que l'on a aujourd'hui. On voit d'ailleurs en France les dispositions sur l'open data. Pourquoi il y a eu un tel engouement et une telle pression politique sur les questions? C'est bien exactement pour ça, pour mettre à disposition le plus grand nombre de décisions. Donc,
attention encore une fois, où l'idée d'ouvrir le plus largement possible l'accès à des bases de données doit permettre, et je l'espère, d'avoir aussi un travail, comme le disait Margot, qualitatif derrière. Et pour le coup, bien humain, puisque dans de nombreuses startups, en effet, on a encore des humains derrière et pas nécessairement des machines. Ce que je voudrais rajouter à ce débat, c'est qu'en tant que juriste, je pense qu'on a aussi un poids à prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand argument qui est développé par les legal tech, qui est de dire oui, mais on va vous apporter de la sécurité juridique. Parce que vous connaîtrez à l'avance les dommages et intérêts que vous pouvez demander. Vous connaîtrez à l'avance la solution. Donc, c'est beaucoup plus de sécurité juridique. Et puis c'est un argument massu. Alors même que la sécurité juridique, quand les annotations sont pas très bien faites, je vois pas exactement où elle est. Donc, je pense qu'on a un travail d'apporter un contre-argumentaire à cette fameuse sécurité juridique qui est l'argument massu avancé à chaque fois. Elle est faite par qui? C'est fait par qui, ces annotations? Il y a qui derrière? Ces annotations par différentes équipes, parfois par tout à chacun. En gros, c'est pensé pour que le Kidam puisse le faire sur ses propres données. Par exemple, vous pourriez mettre des annotations sur vos photos. Vous prenez des photos, vous pouvez la géolocaliser. Ça, déjà, c'est une forme d'annotation. Alors là, on est dans le domaine personnel. Dans le champ de la justice, c'est toutes les personnes. Par exemple, les administrateurs du site de Légifrance font ce travail d'annotation des textes français. Donc, en réalité, c'est extrêmement variable. Parfois, les legal tech ont accès à des entreprises privées où ils ont des teams de 100 personnes qui vont annoter tout un corpus documentaire. Donc, c'est assez variable en réalité. Et comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, très coûteux, énormément coûteux. Et très inflexible aussi. Hein. Vous parliez du besoin de variabilité, de flexibilité, et avec des systèmes très coûteux comme ça, c'est très difficile. Et je veux ajouter aussi quelque chose qui est très connu de la statistique, hein, ce qu'on appelle le data dredging. C'est-à-dire qu'en définissant des critères d'annotation, en disant mais je prends tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre, c'est déjà un arbitrage. Bien sûr. Et derrière, on risque du coup de ne sélectionner que les données qui concernent au cadre interprétatif qu'on en a soi-même réalisé. Absolument, ouais. Comme on le voit d'ailleurs avec l'exemple que j'ai donné avec la reconnaissance d'objets, hein, absence de personnes. Pourquoi ça nous intéresse les personnes? Pourquoi il n'y a pas d'absence d'oiseaux ou autre chose, hein? C'est déjà une préconception là. Donc ça veut dire je voudrais pas qu'on oublie nos invités là, enfin les personnes qui nous regardent. Il y a quelques questions dans le chat. On va prendre des questions. Alors là, il y a une première question. Si nous perdons quelque chose de la culture juridique avec l'informatisation du droit, n'avions-nous pas déjà commencé à le perdre depuis Leibniz? Alors, qui répond à cette question? Bon. Je veux bien break the ice, je m'avance, vous ne me laissez pas tout seul. Non. Si j'ai bien repéré, je pense que c'est Arnaud Billon, hein, que j'ai déjà eu en contact, qui pose cette question. C'est le vieux rapport des mathématiques et du droit, hein, sur lequel il y avait Antoine Garapon, Jean Lassègue, qui avaient fait toute une série d'un séminaire au sein de l'IHEJ sur la question. Et dans cette affreuse complexité, on voit bien ce qu'il y a de la prétention mathématique à penser que l'on peut représenter par des modèles et des lois à peu près tout, ce qui n'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas le cas. Et sur lequel ça n'invalide pas pour autant la modélisation mathématique de certains phénomènes. Si on a des avions qui volent aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on a été en capacité de pouvoir déterminer la portance et la manière. Mais l'aile d'un avion n'est pas l'aile d'un oiseau, pour paraphraser Yann Lequin. C'est-à-dire qu'on y est arrivé avec une autre méthodologie. Donc là où je vais en arriver, c'est que dans ce rapport d'une société qui serait mathématisée, statistisée, et où d'ailleurs, dans mon livre, c'est un des dangers, désolé, je ne veux pas faire peur, c'est pas ça le sujet, mais je pense que c'est un enjeu important, c'est la transformation de l'état de droit vers autre chose. C'est-à-dire que dans un système juridique, la place de la loi hérite, on l'espère, d'un discours démocratique, d'un débat démocratique et d'une loi ensuite votée. Là, on en est sur un aspect purement économique de recherche d'équilibre par des méthodes algorithmiques, hein, qu'elles soient statistiques ou d'autres manières. Et ça, je suis désolé, il n'y a pas de boucle démocratique pour moi. Puisqu'on le disait,
c'est des concepteurs qui déterminent les grilles d'analyse, c'est des concepteurs qui déterminent les paramètres. Compass, c'est exactement ce que nous raconte aussi cette expérience-là. Et donc, il y a un vrai déficit démocratique là-dedans, où c'est pas juste de la résistance face à la nouveauté. Hein, on n'est pas des ludites, croyez-moi bien. C'est pas du tout notre président français qui avait traité certaines technocritiques d'Amish. On n'en est pas là. Ce qu'il faut, et moi j'insiste là-dessus, c'est un vrai débat démocratique dans lequel on puisse étayer scientifiquement les bénéfices de ces technologies. Et moi, je vous rejoins sur la question de. Il y a beaucoup de réflexions sur la représentation du monde par les chiffres. Ça, je dirais, c'est classique et c'est pas nouveau, mais c'est particulièrement, ce sont des points saillants aujourd'hui. Et là où je vous rejoins sur l'état de droit, dans l'état de droit, il y a à minima dans l'adoption d'un texte, d'une norme, d'une loi, un débat qui se fait, un vrai débat. Quel est le débat dans la représentation algorithmique? Il n'y a pas de débat, il y a une représentation arrêtée avec une logique déterminée, mais il n'y a pas de débat qui se joue, je suis absolument d'accord. Je ne sais pas si d'autres... Si je peux rebondir sur cette... je ne sais pas si j'ai le temps de rebondir sur cette question démocratique. J'ai assisté à quelques présentations dans le cadre des travaux de l'OCDE sur la réflexion sur le droit, la manière de rédiger le droit. Et la sémantique est importante parce que les concepts utilisés vont permettre de modéliser les règles. Il y a des chercheurs qui sont intervenus pour indiquer qu'ils étaient qu'ils avaient déjà modélisé des règlements dans leur ordre juridique national sur le paiement des heures supplémentaires en droit du travail. Là, vraiment, on est dans le droit du travail. Ils avaient vu que le texte de base était assez ambigu et comme il y avait une réforme du texte qui allait être adoptée par les pouvoirs réglementaires, eh bien, ils ont pu informer ces pouvoirs du fait que tel et tel terme était trop ambigu pour une modélisation. Et moi, ça m'a frappée parce que lorsqu'on parle droit du travail en France, on a quand même des acteurs, des syndicats qui sont là pour faire aussi remonter ces informations et quand ils remontent par d'autres canaux, il ne faudrait pas... Voilà, je ne critique pas cette remontée sur les ambiguïtés du droit, je dis juste qu'il ne faudrait pas qu'on oublie qu'il y a des acteurs humains derrière, que les difficultés sémantiques, ils les ont probablement vues avant à l'usage et qu'eux aussi doivent être entendus dans un contexte de démocratie en droit du travail, mais aussi de démocratie sanitaire. Enfin, dans plein de champs en réalité, il y a des instances de démocratie qui ne doivent pas être mises de côté dans ces débats, juste dans la remontée même d'informations. Alors, il y a d'autres questions. Une autre question, est-ce que ces instruments prédictifs vendus par ces Legal Tech pour les juges ou avocats sont certifiés avant d'arriver sur le marché en France et au Canada? Je peux prendre mon dû sur la France. Non actuellement ou non très partiellement, puisqu'on a sur les systèmes de règlement de litige en ligne une certification qui n'est pas contraignante, sauf erreur de ma part, qui résulte de la loi de réforme et de programmation de la justice. Néanmoins, il y a des réflexions qui sont en cours. Il ne vous a pas échappé que la proposition de règlement de l'Union européenne met en place pour les systèmes à haut risque, vous avez l'annexe 3 où il y a des systèmes notamment qui peuvent intervenir auprès des juges, de l'autorité judiciaire, c'est assez clair, qui pourraient faire l'objet de certification. La CEPEJ au Conseil de l'Europe aussi, et c'est ces jours-ci d'ailleurs, je pense, ont avancé sur cette question-là à partir de la charte. Donc voilà, donc il y a bien l'idée d'avoir des mécanismes ex ante qui vise à s'assurer de la conformité d'un certain nombre de critères. Maintenant, attention à la concurrence possiblement entre organisations internationales. Le CNCNELEC qui va travailler avec la Commission européenne sur le sujet, c'est intéressant de voir ce qui va émerger de ça, pour ensuite voir adosser si de manière spécialisée, on peut en déduire d'autres types de modèles. Mais en tout cas, l'idée de la compliance, désolé du gros mot, de la conformité, plus exactement pour employer du français, progresse sur ça. Petite parenthèse, j'ai travaillé quelques années pour une boîte qui faisait l'analyse de courriel pour vérifier pour les entreprises ou pour tenter de vérifier que les entreprises ne contrevenaient pas aux lois comme protection de la vie privée, droit de la santé, des trucs comme ça. Et
seulement en utilisant des mots-clés avec des associations probabilistes sur l'existence des mots-clés. Donc, si ce mot existe avec une probabilité 40%, plus s'il y a un numéro d'assurance sociale, plus il y a un problème. Bien, il y a peut-être un problème. Mais toujours, à chaque fois, il fallait avoir un être humain qui regardait le contexte, qui comprenait vraiment le sens. Hein. On n'a pas encore de machines qui comprennent le sens. C'est ça l'important. En fait. Effectivement, c'est très difficile. Notamment, il y a des recherches pour essayer de comprendre l'ironie sur du traitement sémantique des posts sur Twitter pour essayer de trouver lorsqu'une entreprise soit on dit des choses bonnes sur ses services, des choses méchantes. Et il y avait l'exemple d'une personne qui avait tweeté, alors merci la SNCF, hein, l'opérateur de transport ferroviaire français, merci la SNCF pour cette très belle journée qui commence. Nous, on comprend que c'est de l'ironie parce que le train n'est jamais arrivé, mais la recherche sémantique avait du mal à trouver l'ironie. Pour eux, c'était un bon commentaire. Pour cette recherche, c'était un très bon commentaire. Donc, c'est vrai que c'est très difficile, l'analyse de texte. On ne peut pas saisir toutes les nuances du langage. Pas encore. Et si je peux me permettre aussi pour apporter quelques éléments de réponse dans le contexte canadien, on n'a pas non plus de système de certification, de vérification. C'est en discussion, c'est en développement, mais sur toutes ces questions, on dira que le Canada est très en retard sur les autres juridictions et notamment sur nos collègues français ou dans l'Union européenne. Ça fait partie d'un certain nombre de débats au Canada. Il y a eu quelques propositions au sein du gouvernement fédéral en matière de décision administrative, même s'il y a beaucoup à redire et beaucoup de limitations. Il y a un certain nombre de principes et de méthodes de contrôle, notamment au niveau de l'approvisionnement. Le Conseil du Trésor a développé un certain nombre d'outils pour s'assurer que certains grands principes en matière de droit administratif et de bonne gouvernance soient respectés, mais ça ne concerne pas l'ordre judiciaire. Il y a des conversations qui sont en cours aussi juste sur la question de la littératie numérique des acteurs du système de justice, qui est un véritable problème. Puis pour ceux qui sont impliqués dans ces dossiers savent que ça fait 20 ans qu'on essaie de numériser les différents morceaux du système de justice et que ça bloque. Et c'est peut-être le seul côté positif de la pandémie de la Covid-19, c'est que en une nuit presque, nos systèmes de justice se sont numérisés, mais à quel coût et à quel prix pour les justiciables et la sécurité de nos systèmes, c'est l'une des grandes questions. Mais c'est un vrai problème. Et puis, comme vous le disiez, souvent on résume le problème à juste « Ah oui, c'est sur quel type de données on entraîne ces systèmes, etc. » Mais c'est des choix de conception. C'est pas juste la donnée d'entraînement, c'est quels paramètres ton système choisit. Et dans ces discussions sur les biais, désolé, souvent on le résume à juste la mauvaise donnée à l'entrée, mauvaise donnée à la sortie. Mais même si tu as l'excellente donnée à l'entrée, si tu as mal codé tes choix pour ton arbre de prise de décision, ça va toujours te donner un mauvais résultat. Puis, il faut prendre conscience. Et souvent, quand on a des discussions, notamment dans le cadre des travaux du laboratoire de cyberjustice, on a eu certains débats cet hiver sur ces questions, où faut prendre conscience, que les développeurs prennent conscience que chaque ligne de code, sans les données, font émerger des choix personnels, des choix de valeurs, des choix de société. Et il faut qu'on ait des garde-fous en place pour éviter des drames, comme vous dites, démocratiques, des drames humains, parce que le système de justice, après tout, c'est pas le droit des affaires des grandes corporations inanimées internationales, c'est des personnes humaines et souvent des personnes dans des situations marginalisées qui n'ont pas cette connaissance. Tous les avocats n'ont pas la littératie numérique nécessaire. Donc, il y a un vrai travail à faire. Je dirais, en dehors du contrôle aussi, de sensibiliser tous les acteurs que ce n'est pas de la magie et qu'il va falloir que le juge ne soit pas remplacé, non plus que le juge ne délègue pas simplement, à mon sens, un ordinateur en pensant que vous savez que c'est que la probabilité. L'histoire nous enseigne que, mais ce n'est pas une réponse qui est certaine, et ça fait le lien avec Margot, ce que vous soulignez plutôt, la sécurité juridique. Non, ça te dit des statistiques sur la base de ce qui s'est passé dans l'histoire, mais
la société change, le droit a changé, et il y a peut-être aussi un risque là de vouloir tout coder, c'est de figer dans le temps. Aujourd'hui, peut-être qu'on se dit qu'on a un bon système de droit, un bon système juridique, ce que je ne crois pas, mais je suis sûr que dans 20-30 ans, les sociétés auront évolué et trouveront que le système qu'on a aujourd'hui est un système arriéré. Donc, on n'a peut-être pas envie de tout bloquer dans le marbre ou dans la pierre ou dans le code informatique et de se laisser cette flexibilité d'évolution temporelle qui, à mon sens, est vraiment nécessaire pour nos sociétés démocratiques. Si je peux aussi intervenir sur la démystification de ce dont on parle, je pense que c'est important. J'ai partagé mon écran de 30 secondes parce que j'ai retrouvé sur Village Justice, qui est un site web français qui documente un observatoire des Legal Tech. Je vais essayer d'y arriver. Voilà, je pense que vous l'avez. Si vous regardez les acteurs de la justice prédictive parmi les Legal Tech qui sont mesurés par Village Justice, on est à 3%. Vous avez l'intelligence artificielle qui est un peu plus haut, sans préciser exactement le type d'application derrière, mais on peut imaginer d'autres types de choses. Et regardez, ce qui est vraiment aujourd'hui, en tout cas préoccupe, et en tout cas qui est le champ d'action des Legal Tech, c'est la rédaction d'actes et de documents juridiques. Là où je veux en arriver en montrant ces statistiques-là, c'est que je ne dis pas qu'aujourd'hui, on ne devrait pas pouvoir, comment dire, s'intéresser à la justice prédictive, en tout cas justice dite prédictive, jurimétrie, etc. Mais on a peut-être un phénomène de buzz autour de choses qui méritent notre attention, c'est pas ça le sujet, mais où les discours commerciaux qui sont livrés sont très efficaces et qui peuvent peut-être surévaluer une partie des capacités. Donc attention à ce que dans l'espace public, dans les discours, on a ça, mais voyez, la réalité du marché, elle est quand même différente. J'arrive plus à couper mon écran, donc si le modérateur peut me... C'est bon, j'ai trouvé. Ça y est, voilà. Non, je pense que tu fais un très très bon point, tu relèves un très très bon point, Yannick, sur tout le marketing autour de l'IA, surtout à destination d'acteurs, encore une fois, qui n'ont pas nécessairement les connaissances techniques nécessaires pour faire le partage entre le vrai et le faux. Et quand on discute avec des acteurs, souvent, ils se fient aux grands titres dans la presse. Et souvent, on fait « Oui, mais donc Sophia, le robot », souvent je dis « Sophia, c'est la plus grande victoire d'opération marketing de l'industrie pour faire passer comme étant un aide d'intelligence, comme le futur de l'humanité, un chatbot qu'on a mis dans un mannequin de supermarché. J'exagère un peu, mais pas beaucoup. Non, mais on y est. C'est ça qu'il faut comme se rendre compte, et c'est un vrai problème. C'est que il y a un très très bon marketing et aussi une certaine volonté de science-fiction, que la technologie est neutre et est meilleure. Et ce marketing-là, il date depuis 1980. Hein, ah oui. Parce qu'il y a de l'argent, parce que c'est sexy, parce que je crois qu'on est un peu envoûté par cette idée qu'une machine pourrait devenir intelligente comme nous, qu'on pourrait avoir une conversation, hein, que les robots pourront peut-être supplanter les êtres humains. Enfin, c'est pour ça que les films de science-fiction sont tellement populaires. Il y a une imagination qui est stimulée par cette idée et le marketing en profite, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il me semblait que quelqu'un avait levé la main, mais je n'ai pas vu de questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez poser les questions, je les relèverai sans problème. La question arrive juste pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, c'est que de fait, cette situation, on va dire, de saturation de l'espace de communication et du marché par des offres dont la qualité est variable, peut cacher ou empêcher certains acteurs qui ont des offres peut-être parfois un peu moins étincelantes, hein, mais qui peuvent avoir une valeur ajoutée, d'avoir des difficultés à entrer sur le marché, de trouver des financements et de trouver du support. Parce qu'encore une fois, on va se focaliser sur des applications qui sont vraiment, qui nous lient à la science-fiction, qui nous lient à cet imaginaire, qui nous lient aussi à des idées d'une justice, depuis Leibniz, depuis Condorcet, d'une justice qu'il faudrait un peu maîtriser,
hein, qui est un peu, où l'aléa judiciaire serait considéré plutôt comme l'humeur du juge, ou s'il n'a pas bien mangé à midi, vous voyez, ou s'il a trop mangé à midi, s'il s'endort, voilà. Donc tout cet imaginaire-là se retrouve, se consolide, se cristallise autour d'outils informatiques qui viendraient, j'emploie le conditionnel, apporter des réponses. Et ce qui me gêne fondamentalement en grand, comment dire, j'apprécie les techniques, la technologie, voilà, je suis quelqu'un, quand je suis tombé dedans quand j'étais gamin, j'ai eu mon ordinateur à 12 ans, j'ai fait sur mon Commodore des lignes de code jusqu'à 4 heures du matin, c'était génial, ça m'a émancipé. C'était Cheryl Turk, je crois, qui disait ça, qu'on a vécu en fait quelque chose d'extraordinaire dans le salon et qu'on est en train de passer maintenant à quelque chose qui vraiment a complètement tordu tout ce que les technologies, pour le coup, pouvaient nous apporter dans le domaine. Et aujourd'hui, dans le domaine de la justice, moi, je vois aujourd'hui des petits interstices qui pourraient vraiment aider les juges. Mais ce ne seraient pas des applications qui seraient formidables et sur lesquelles la rentabilité économique serait peut-être pas extraordinaire. Et ben voilà, c'est peut-être sur ça qu'on devrait se focaliser, malgré tout. Qu'est-ce qui pourrait aider le juge? Oui, j'allais poser la même question. Je rebondis parce que du coup... Moi, j'ai une solution. Hein. Margot. C'est d'embaucher beaucoup plus de personnel. Il n'y aurait pas besoin d'avoir des moteurs de recherche pas possibles pour essayer d'avoir des données. Il suffit, au lieu d'embaucher une équipe de 100 personnes pour annoter des documents, on peut embaucher 100 personnes dans une cour de justice, ça sera le même résultat. Et d'ailleurs, c'est le même raisonnement qu'on retrouve dans le champ de la santé. On dit, voilà, on va utiliser les algorithmes pour prédire à la fois l'évolution des maladies, les traitements, mais si vous mettez d'un seul coup 100 médecins et 100 infirmières dans un service, ça sera tout aussi, voire plus efficace, et ça ira plus vite également. Donc, je pense qu'il faut aussi réfléchir. On parlait de choix démocratique, de choix de société, c'est aussi là où on veut investir et comment on veut investir. Voilà, et en fait, tout à fait d'accord, Margot. Hein, malheureusement, j'ai pris des distances avec les juridictions, mais je discute heureusement encore avec des collègues qui y travaillent. Sans misérabilisme, les études de la CEPEJ montrent exactement où se trouve aujourd'hui la justice française par rapport à la justice européenne. Donc, on sait qu'il y a aujourd'hui des difficultés. Et que désolé encore une fois du mot un peu barbare, mais la désintermédiation, c'est-à-dire passer par des écrans, alors que, comme Florian le disait, on a des populations qui sont extrêmement précaires. Ce sont les premiers clients de la justice, se retrouvent maintenant face à un écran plutôt que face, je suis d'accord Margot, hein, pourquoi pas des greffiers, des agents, des magistrats qui viennent jouer leur rôle de service public, ça a du sens. Alors malgré tout, je ne veux pas tout jeter hein, là-dessus, c'est pas juste pour inventer l'eau tiède avec vous, hein, mais d'expérience, des outils d'aide à la rédaction, tous les juges s'en bricolent dans leur coin, tous les juges. Hein, c'est-à-dire que les plus agiles vont automatiser avec des macro-commandes leur rédaction, d'autres vont s'appuyer sur des outils qui sont bricolés à droite à gauche. Voilà, mais là, on a peut-être des choses qui sont peut-être intéressantes et sur lesquelles on pourrait, même en termes de sécurité juridique, on parlait de sécurité juridique, je vais faire du solutionnisme entre nous, hein, comme ça, mais vous allez voir. J'ai un paragraphe pré-rédigé, mais quelle est la jurisprudence derrière ? Ah ben j'ai le lien qui est fait. Quel est le texte? J'ai le lien qui est fait. Voilà, je navigue. Tim Berners-Lee, hein, cette navigation, cette recherche. Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles, en termes de qualité, hein, puisque la première chose qu'on nous apprend à l'école de la magistrature, c'est réouvrir à chaque fois son code, revenir sur le texte. Eh bien, j'ai mon paragraphe. Eh bien, je reviens sur les motivations du paragraphe. Voilà. Donc, ce que je viens de vous livrer, hein, c'est du solutionnisme. J'en ai bien parfaitement conscience. C'est pas la solution à tous les problèmes, mais c'est ce genre d'innovation qu'on devrait discuter, selon moi. Et qui a déjà été fait en médecine, par exemple, avec Watson, avec le succès de Watson. IBM s'est mis à remettre cette technologie pour un usage très spécifique en médecine, en traduction, pour des marchés bien cernés. Ce n'est pas pour le public, hein, c'est pour des professionnels. Et c'est des outils qui ont été raffinés pour un usage très spécifique. Ces méthodes d'analyse de documents ne vont pas remplacer le médecin, ils vont l'aider. Et je pense que pour les juges, pour les avocats, pour faire la préparation, pour s'en sortir avec des documents, un système documentaire qui grandit exponentiellement, on a besoin de moteurs de recherche spécialisés qui permettent de poser des questions un peu plus intéressantes que questions booléennes, oui, non, terme exact. Il faut quelque chose
comme Google avec la recherche sémantique, des éléments de traduction. Il y a toutes sortes de solutions possibles avec l'IA sans pour autant avoir des technologies qui imposent des perspectives non démocratiques ou qui ont un problème éthique ou moral ou social imbriqué. Je pense que je crois qu'il y a un cheminement pour l'avenir qui est possible avec l'IA pour vraiment aider les personnes qui ont besoin de la loi mais qui ne savent pas utiliser ces outils, autant que les juges et les avocats. Je pense qu'il y a un monde possible là, ici. Merci à Leibniz, d'ailleurs, pour les mondes possibles. Bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. Non. Non, je crois que le vendredi soir en France, fin de journée, a eu raison des questions que l'on peut se poser. On a aussi apporté beaucoup de réponses avec nos réponses aux questions n'étaient pas de sujet, verbe, complément et point final. Fait que, je proposerais que peut-être on peut clôturer ici, pas arrêter les conversations, juste clôturer ce moment de conversation. Merci beaucoup à nos trois intervenants pour ces commentaires, pour ces questions, pour ces réflexions. C'est extrêmement apprécié. Donc, comme je le disais au début, donc c'est une série de conférences qu'on a organisées avec Mouna. C'est la dernière pour cette période avant la pause estivale, fort méritée, je pense, après cette année et demie de pandémie. Mais on va recommencer au début de l'année académique, aussi avec des événements virtuels, puis selon ce que nous permettra la situation sanitaire, bien évidemment, des événements en personne également à Saint-Étienne, à Paris, à Ottawa. Donc, on vous tiendra au courant de la suite de ces conversations. Et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. Et merci encore à nos intervenants pour les très belles conversations d'aujourd'hui. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.